Soyez les bienvenus dans la série Les Oui, c'est possible, où je vais à la rencontre de personnes du monde entier qui ont décidé de transformer leur vie par amour pour eux-mêmes. Je suis Céline Boiteux, femme médecine, coach certifiée en neurosciences, et moi je vous accompagne et je vous guide à remettre de la vie dans votre vie et de la santé dans votre vie. Aujourd'hui, j'ai une invitée où on va dire que je suis émue. Pourquoi? Parce que c'est toujours pareil quand j'accueille des collègues du paramédical. Ça me fait toujours bizarre et je dis toujours, waouh, si je savais su ça avant. Mais c'est comme ça. Et aujourd'hui, j'accueille une collègue du paramédical, la divine Amélie Crépeau. Elle se confie et elle dit qu'elle a vécu une renaissance à l'âge de 30 ans. Donc, c'est sa deuxième vie. Orthophoniste de métier. Depuis 7 ans, c'était bof. Elle ne se sentait plus réellement à sa place. Elle décide de faire le grand saut un jour, de s'écouter. Et aujourd'hui, elle va nous raconter sa transformation et comment elle a réussi à danser avec la vie et va nous dire ce qu'elle est, ce qu'elle fait. Pour une fois, je ne dis rien. Salut ma belle Amélie, comment vas-tu? Coucou Céline, je vais très bien. Et toi? Ça va avec ce beau temps chez nous. Il fait chaud. Alors, ma belle Amélie, Oui, à le paramédical, oui, orthophoniste, oui. et aujourd'hui, tu vas nous dire ce que tu fais et qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là, ma belle. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le fruit d'un très long cheminement. Donc, je vais essayer de vous faire un résumé dans les grandes lignes. Voilà. Euh, En fait, j'ai été orthophoniste. Voilà, suite à mon bac, j'ai eu le concours à l'entrée d'école d'orthophonie. J'ai fait mes années d'études et j'ai tout de suite commencé à travailler dans le salariat, dans une école spécialisée pour les enfants sourds et les enfants avec troubles du langage. Donc, je suivais des enfants de 5-6 ans jusqu'à des jeunes majeurs. J'aimais ce que je faisais, mais dès la première année, donc j'y ai travaillé pendant 7 ans avant ma reconversion, dès la première année, je sentais qu'il me manquait quelque chose. Et Donc, quoi, par exemple? Tu savais mettre un mot dessus? non, j'ai eu du mal à savoir quoi, mais je sentais qu'il me fallait quelque chose en plus, que c'était pas assez pour moi. J'ai commencé à regarder ce qui se faisait comme formation. Je me suis dit, bah, peut-être que je peux ajouter une formation à ce que je fais déjà, ou peut-être voir si je peux pas faire quelque chose. Mais je voulais vraiment rester dans le bien-être parce que je sentais que j'avais à cœur de permettre aux personnes, que ce soit des enfants ou des adultes, d'aller mieux et d'aller vers plus de bien-être. Mais je savais pas comment, ni je savais vraiment pas. Donc j'ai regardé des formations à droite à gauche. J'ai pas vraiment eu de coup de cœur. Un moment, quand j'ai vu, je sais plus, au bout de la deuxième ou troisième année où je travaillais, j'ai vu passer un petit flyer sur la sophrologie qui expliquait un petit peu ce que c'était. Je me dis, ah, ça se rapproche des objectifs que je souhaite atteindre, des choses que je souhaite apporter aux gens. Voilà, je me suis penchée là-dessus, mais à l'époque, j'étais dans une relation toxique et j'étais pas dans le bon environnement pour pouvoir m'épanouir et ça, j'ai vite été coupée dans mon élan. Donc après, je sais pas si tu as des questions déjà sur cette première étape. Alors, Pourquoi? ce que j'avais envie de te dire, tu étais dans une relation toxique, hein, ok. Mm. Mais t'aurais pu aller plus loin par rapport à la sophrologie. Qu'est-ce que c'est qui t'a retenu? C'est peut-être, tu t'es peut-être dit, c'est Mm. pas pour moi. Est-ce que je suis capable? Est-ce que c'est ce genre de choses? En fait, j'avais pas d'énergie. D'accord. J'avais vraiment pas d'énergie et à ce moment-là, et je pense que dans un environnement un petit peu plus porteur, ça m'aurait donné de l'énergie et un certain élan de vie pour pouvoir commencer à m'interroger, à éventuellement me former, etc. Mais j'avais vraiment pas d'énergie pour me consacrer à quelque chose en plus de mon job ou c'était vraiment vraiment ça le point noir. Ok. Sauf qu'à l'époque, je ne savais pas pourquoi. Ouais. Mais Et j'ai donc, découvert au cours de mon cheminement pourquoi ce manque on en d'énergie, en fait. parlera. Tu nous en Oui, je parles. t'en parlerai. Ouais, ouais. Et donc après, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui... Alors, après, le temps a coulé. Bon, bah, je me suis séparée peu de temps après de cette relation-là.
J'ai continué, voilà, mon job. Et puis, je sentais toujours, vraiment après cette sensation, c'était je me sens pas à ma place. Avant, c'était il me manque quelque chose. Et puis, plus le temps passait, plus je me disais je me sens pas à ma place. Parce que à un moment, j'avais fait une formation d'orthophoniste où on laissait un petit peu plus libre cours aux enfants dans leur créativité pour vraiment travailler les bases de la logique. Et ça m'a passionnée, le fait de laisser une certaine liberté aux enfants et de partir de là où ils en étaient pour les faire grandir. Et ça marchait vraiment bien, ce concept-là, et ça me parlait vraiment beaucoup. Et en fait, cette formation-là m'a fait un peu lâcher tout ce qui était technique pure de l'orthophoniste. Et donc, j'ai été un peu plus à même d'écouter mon intuition. Et je me rendais compte que quand je me laissais guider naturellement, ce à quoi j'avais, enfin vraiment ce qui me tenait à cœur, c'était d'aider les enfants à avoir plus confiance en eux, à verbaliser leurs émotions quand ça n'allait pas, à évoluer dans le plaisir, surtout dans le plaisir, parce que moi, il était hors de question d'appuyer là où ça fait mal, parce qu'ils étaient déjà dans une école spécialisée, c'est ce qu'ils subissaient toute la journée. Je voulais vraiment que mon bureau, enfin quand ils viennent dans mon bureau, ce soit un moment de cocon, un moment de bien-être, et mon objectif, c'était qu'ils repartent de mon bureau avec le sourire. C'est beau. Voilà. Donc, tous ces loulous, là, ils repartaient avec le sourire. Ouais. Ah, je pouvais pas les laisser repartir s'ils étaient dans le même état qu'en rentrant. C'était pas possible pour moi. Ils étaient dans quel état quand ils rentraient? C'était des enfants qui étaient dans quel état que tu suivais? Ça dépend. Il y en a qui allaient plutôt bien, mais il y en a qui étaient dans des milieux familiaux pas très porteurs et du coup qui n'étaient pas du tout valorisés à la maison, où les parents étaient dans un métro boulot dodo et pas forcément Enfin, vraiment, il y a beaucoup d'enfants, je sais pas, il y avait deux tiers, trois quarts des enfants qui n'étaient pas dans un milieu porteur dans cette école spécialisée. D'accord. Oui, ça fait beaucoup, là. Ouais. Et en plus de ça, même les autres enfants qui étaient dans un milieu où les parents étaient plutôt stimulants, bienveillants, etc., ils n'avaient pas confiance en eux parce que depuis tout petit, on leur disait qu'ils avaient un trouble, qu'ils étaient différents, etc. Cette histoire de différence. Toi, Ouais. Et en fait, finalement, si tu me permets, Oui. tu te sentais différente déjà et tu travaillais avec des enfants qui étaient différents. C'est ça, exactement. Puis ces enfants ne trouvaient pas leur place au sein de l'institution, de leur famille, et toi, tu étais dans le même cheminement. C'est beau, ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est très beau, ça. Et donc, du coup, vous vous êtes apportés mutuellement. Oui, aussi. Oui. Avec tes compétences et ton cœur. Ouais. C'est beau. Ouais. Grâce à eux aussi, j'ai vu les compétences naturelles que j'avais, qui se rapprochent, pour spoiler un peu, qui se rapprochent vraiment des compétences de coach. C'est pas pour rien que j'ai choisi ce métier-là par la suite. Et je me suis rendu compte, voilà, des compétences naturelles que j'avais, et ils me faisaient des retours vraiment hyper touchants suite aux séances. Et même si je faisais très peu d'orthophonie en termes de technique pure, il y avait beaucoup plus de place à l'être. Et rien que ça, ça leur permettait d'évoluer sur leurs troubles. Parce qu'ils prenaient confiance en eux, parce qu'ils avaient un adulte en face qui croyait en eux et qui les boostait, qui les valorisait. Et ça, vraiment, ça change tout. Ça change tout. C'est ça. Et donc, comme quoi, l'environnement, on en parlait au début, mais c'est vraiment capital. C'est ça, c'est vrai. L'environnement, c'est capital. Et toi, tu étais dans un environnement encore qui était pas encore, on va dire, comme on dit dans le milieu, aligné. Mais tu t'y as approché petit à petit. Oui. Donc, c'est beau. Et donc, là, tu es avec ces enfants, tu kiffes quand même, tu leur apportes le sourire, avec le sourire. La suite, après, l'autre étape, ça a été quoi? L'autre étape, au travail, on avait de plus en plus de comptes à rendre. Je pense que c'était le cas dans un peu toutes les professions paramédicales. C'était pareil dans tous les autres établissements. Voilà, c'était pas propre à l'établissement dans lequel j'étais. Et le fait de devoir rendre des comptes sur ce que j'étais censée faire en tant qu'orthophoniste, alors que moi, j'axais pas forcément là-dessus, je me sentais complètement désalignée. De une, je déteste rendre des comptes. Voilà.
C'est dit, elle vous dit, elle déteste rendre des comptes. Amélie déteste rendre des comptes. Je suis un peu comme elle. Hein. Ah oui. Et en plus, rendre des comptes sur quelque chose qui faisait pas sens pour moi, mais je me rendais compte à quel point c'était pas aligné en fait. Je- Et faire des réunions où on disait oh ça va pas, oh c'est toujours difficile ça. Oui, mais il y a aussi un côté positif. Le gamin il va mieux à tel endroit. Enfin voilà, il y avait plein de choses qui me parlaient pas. Et j'avais l'impression d'être un peu le bisounours des réunions, tu sais. Je disais mais il y a des trucs vachement bien là maintenant. Et enfin j'avais facile de voir le potentiel des enfants et c'est vrai que dans le milieu on avait tendance à pointer ce qui n'allait pas. ben, Et voilà. c'est un petit peu, c'est l'éducation qu'on a eue aussi. Hein. Enfin, Mm, moi, la première, hein. Regarde, à l'école, à l'époque, ils te disaient tout ce qui allait pas. Le peut mieux faire, je pense qu'il résonne mm. dans beaucoup de têtes de personnes qui... Même dans le milieu spécialisé, ouais. Ah ouais, même dans le milieu spécialisé, c'était Bah plus... oui. D'accord, ok. Mm. Ouais. Non, Enfin, peut mieux faire. Non, pas directement aux enfants, quoique, bah, évidemment, il y a toujours un pourcentage de personnes qui agissent comme ça. Mais c'était plus, bah, dans les réunions, on centrait sur les difficultés de l'enfant. Ah bah oui, mais ça c'est difficile. Ah bah oui, mais du coup, il pourra pas aller dans une école normale. Ah bah oui, machin, etc., etc. C'était que le négatif, en fait. Et c'est quelque chose qui tire vers le bas et qui est lourd. Et moi, à un moment, j'ai reçu une maman en rendez-vous. C'était la première année où je suivais son enfant, mais son enfant, quand je l'ai vu, mais je me suis dit, waouh, mais quel potentiel, il est super intelligent, ce gamin. En fait, il était sourd, donc il avait un retard au niveau du vocabulaire et du langage, mais je le trouvais hyper intelligent parce que je l'avais vu dans un contexte autre que la parole. J'avais vu avec des manipulations d'objets, j'avais vu à quel point il était pertinent. Et il se creusait la tête, etc. Enfin, je voyais que ça carburait dans sa tête. Et je l'ai dit à sa maman, je lui ai dit, mais votre enfant, il est super intelligent. Elle me dit, oh, comme ça fait du bien d'entendre ça, parce que depuis tout petit, on parle que de ses problèmes. mais voilà, et c'est ça. Et enfin, voilà, c'est des trucs comme ça qui... Voilà. Et oui, et, Mm. et oui, et oui. Et donc, ma belle Amélie, on Oui, voit que tu le vibrais quand même, hein, tu le vibrais ton truc. Hein. Euh, donc, tu chemines, tu chemines. Mm. Il y a aussi un élément que j'ai envie de dire aussi, c'est que tu es une danseuse. Donc, Oui, justement, est-ce ouais, que tu dansais déjà avant? ouais, Ouais. ouais. Alors, en fait, je danse depuis toute petite. Et la danse, c'est vraiment ce qui m'a sauvée, dans le sens où c'était mon seul moyen pour exprimer mes émotions. Parce que bon, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça au final, je suis hypersensible. Sauf que dans mon éducation, les émotions étaient vues comme une faiblesse. Donc j'avais intégré cette croyance-là qu'il fallait pas montrer ses émotions. Donc en fait, je bloquais tous mes ressentis pour pas montrer que j'étais faible, etc., pour rester la petite fille parfaite, modèle. Et en fait, j'avais énormément d'insécurité, de choses comme ça, de moments où ça n'allait pas et je bloquais tout pour pas ressentir parce que c'était beaucoup trop pour moi et puis il fallait pas montrer. Et en fait, la danse, c'était vraiment mon seul moyen d'expression de mes émotions. Donc c'est vraiment ce qui m'a sauvée parce qu'en même temps, ça fait une décharge physique. Ça Oui. permet de retrouver un peu de sérénité, de réguler un peu son système nerveux. Et si je passais une semaine sans danser, mais je me sentais pas bien. C'était vraiment mon moyen pour évacuer en fait toutes les tensions et les émotions désagréables. Donc je danse depuis toute petite. Et puis un jour, je me suis mise aux danses de couple, etc. Et donc je suis en couple actuellement et depuis déjà 6 ans. Et avec mon compagnon, on a décidé de donner, on a commencé à donner des cours de danse il y a, je crois, 4 ans maintenant, des danses de couple. Et puis, quasi, un tout petit peu avant, quelques mois avant, je crois que j'avais commencé à donner des ateliers danse pour les femmes. Et vraiment, moi, mon objectif dans ces ateliers, c'était de les aider à avoir confiance en elles. Parce que je voyais, comme je te dis, j'ai une grande facilité pour voir le potentiel des gens. Et je trouve ça tellement dommage d'avoir ces personnes qui se dévalorisent alors qu'elles ont un potentiel de dingue. Il suffit vraiment de pas grand-chose, en fait, pour briller, voilà, vraiment, enfin, j'ai cette faculté-là et je me dis, waouh, avec ces ateliers-là, je vais pouvoir les valoriser, les aider à avoir plus confiance en elles. Et pas du tout coach à l'époque, hein, j'étais encore orthophoniste. Donc j'ai commencé ces ateliers-là, au départ avec des copines,
Pendant une soirée, j'ai dit, allez hop, les filles, enfin, il y en a une ou deux qui me demandaient des astuces sur la danse, etc. J'ai dit, allez les filles, on se met dans une pièce, je vous montre des petits trucs, voilà, pour déconner entre filles. Et puis elles ont kiffé. Je me dis, mais pourquoi pas faire ça en louant une salle, de manière un petit peu plus officielle, un peu plus structurée et tout. Donc au début, c'était avec les copines. Donc je louais une salle et puis on se réunissait. Et puis voilà, je leur faisais des petites chorégraphies et puis des petits exercices de démarche pour oser la féminité, la sensualité, le regard dans le miroir, etc. Juste avec mon savoir-être et la danse. J'avais pas de connaissances en coaching, etc. Et en fait, au fil du temps, donc après j'ai commencé aussi à donner des cours, donc, comme je disais, de bachata avec mon chéri. Et au fil du temps où je préparais ces ateliers-là, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire en fait. C'est coach pour les femmes. Et voilà le déclic. Ah ouais, c'est ça qui m'a fait me dire, c'est ça que je veux faire. Je savais depuis longtemps que je voulais faire autre chose. Bon, j'avoue, quand je voyais les love coach sur YouTube et tout, ça m'attirait. Il y avait un truc, tu vois, je me disais, ah, ça, avec une copine, on m'en parlait en rigolant. Ah, un jour, on sera love coach, mais en rigolant, quoi. Mais il y avait quand même un petit fondement derrière. Et c'est vraiment ces ateliers-là où je voyais les filles, les femmes de mon groupe se révéler, oser des choses, repartir avec le sourire. Puis j'adore en plus la dynamique de groupe, j'adore animer des groupes. Et enfin, c'est ça, je me dis, waouh, je vais être coach pour femmes, vraiment, vraiment. Et donc ça, c'était l'été. Euh, le Covid a commencé en... Alors attends, j'ai toujours du mal, c'est Ouais, 2000, moi aussi. 2000. 2020, le premier confinement, c'est ça, hein. Voilà, Donc oui. ça, c'était en août 2019. Je me suis dit ça. Et ensuite, à la rentrée, donc en septembre, parce que j'avais les vacances scolaires, donc on prenait la rentrée en septembre au boulot en tant qu'orthophoniste. Je me suis dit, bon, je vais demander un 90% de mon temps de travail. Comme ça me permettra d'avoir une demi-journée en plus, parce que voilà, il y avait les heures de présence, de préparation qui étaient comprises, tout ça. Je me suis dit, ça me permettra d'avoir une demi-journée pour réfléchir à mon projet. Euh, Ça a été accepté par la direction, parce que bon, j'avoue, j'étais bien vieux, donc ça a été accepté. Et le truc, c'est que je suis revenue dessus. Finalement, j'ai pas, parce que je me suis dit, ouais, mais ça sert à quoi d'avoir une demi-journée de plus? Parce que tout mon temps libre, je le passe à dormir. Je ferai quoi de plus? Je ferai rien de plus, en fait. Je vais le passer à procrastiner, à dormir, à... Donc, je me dis, autant travailler. Je voyais qu'il y avait des enfants qui avaient besoin de moi, parce qu'il y avait des enfants sur liste d'attente suite à des démissions. Et je me suis dit, bon, tant pis, on verra. Donc, j'ai repris à 100% en septembre. Ensuite, donc, les vacances de Noël, parce que j'avais des vacances scolaires, vacances de Noël, vacances de février. Et là, les vacances de février, après les vacances, je me sentais de plus en plus fatiguée, hein. Là, on J'avais est au deux... Covid, là. Là, on est au confinement, alors. Ouais, avant le confinement. À cette période-là, j'avais la chance d'avoir 2 demi-journées où je pouvais faire mes heures de préparation ou autre chose comme je souhaitais, un peu comme le principe, comme les profs, deux après-midi par semaine. Mais qu'est-ce que je faisais? Je faisais 2 à 3 heures de sieste pour pouvoir être en forme et pour pouvoir danser le soir. Je faisais rien de mon temps libre. En fait, je vivais plus. Et donc, il y a eu les vacances scolaires en février et j'ai pas réussi à me reposer alors que j'ai rien fait. J'étais encore plus fatiguée. Et quand on a repris, je me rappelle avoir regardé le ciel en arrivant au travail, je disais, pourvu que ça s'arrête, j'en peux plus. Ah. Et bon, j'avais déjà entendu que le Covid arrivait, etc. Et peu de temps après, confinement. Et là, ça a été vraiment une parenthèse pour faire le point. Et en fait, moi, j'ai pas envie de enfin, c'est vrai que je subissais beaucoup ma vie, mais j'étais quand même dans cet état d'esprit de comment je peux optimiser ce moment-là pour qu'il se passe bien au lieu de sombrer, voilà. Parce que ça peut être facile de sombrer dans des moments comme ça. Et en fait, je me suis un peu, au début, je me suis beaucoup reposée. Et puis, au bout d'un moment, je faisais des séances d'orthophonie en visio, bon, vraiment très ponctuelles parce qu'il n'y avait pas forcément tous les parents qui étaient disponibles, etc. Puis ça se prêtait pas non plus pour toutes les rééducations de faire de la visio. Donc j'en avais quelques-unes. Je faisais mon organisation, je travaillais à la maison, j'ai pris goût à la liberté. C'est un truc que je ne connaissais pas avant. Bon, c'est vrai que j'avais les vacances scolaires, mais je me sentais pas libre. Là, j'ai pris goût à la liberté dans le travail. Et je me suis dit, waouh, j'aurais du mal à retourner en arrière là. Et puis,
à un moment, j'ai ma mère au téléphone. Voilà, on discutait. Et puis, je lui dis, ah bah maman, il faut que je te laisse. J'ai un rendez-vous en visio. On se rappellera plus tard. Je raccroche, puis quelques jours après, elle me dit, alors, ça a été ton coaching? Je lui fais, comment ça, mon coaching? Bah, Oh, tu m'as dit que tu devais raccrocher parce que tu avais un rendez-vous. Je fais, ah bah c'était de l'orthophonie. Parce qu'en fait, elle m'appelait ma coach parce que bah, quand elle allait pas bien, je l'aidais et voilà. Et je dis, ah mais c'est pas bête. Mais et j'ai du voilà. temps. Mais oui, mais c'est pas bête. Alors je me dis, bah tiens, je vais essayer. Ah bah, j'ai appelé tel contact, tel contact. Je vais voir comment j'arrive à me dépatouiller avec des séances comme ça, sans la danse, parce que je savais pas. Je me Oui. suis rendu compte qu'il manquait des outils. Donc j'ai regardé les formations. Je savais, tu vois, je disais à la personne, j'étais plus dans du conseil, tu sais, un peu comme font les coachs sur YouTube, c'était des conseils. Pour moi, c'était ça au départ, le coaching, quand je savais pas trop. Et je me rendais compte que les conseils, bah, ça n'apportait pas grand chose à la personne. Elle me disait, oui, je sais, oui, je sais. J'étais là. Ah, elle sait, mais elle n'arrive pas à l'appliquer. Comment faire? Je sais pas. C'est ça, c'est Et ça. donc, je regardais à l'époque David Lefrançois, je le suivais beaucoup sur YouTube, et j'ai vu enfin, j'étais en réflexion, mais je recherchais pas ça. Je vois qu'il parle de son école en ligne, formation de coach, et qu'il en propose, là, c'est la deuxième session de l'année en ligne. J'avais pas vu la première session en janvier, et je fais, mais c'est le bon Ça, timing, c'est ça. go. Enfin, je sentais que mon corps était tout excité, qu'il fallait parce que j'avais déjà appris à m'écouter auparavant, à me connecter un peu plus à mon intuition, à mes ressentis. Je fais, mais il faut pas que je tarde. Enfin, donc je prends les renseignements, tout ça. C'est quand même un certain budget. Oui. Donc c'était juste ça où je me suis dit, bon, comment être sûr que c'est le bon choix, même si je sens que voilà, ça vibre. Et je me suis posé une question de coach, alors que je savais pas du tout c'était quoi une question de coach à l'époque. Je me suis dit, là, imagine, t'as le confinement, ça sent vraiment pas bon là dans le monde entier, enfin ça craint. Donc oui, il y aurait le risque vu les circonstances, que un boulot en ligne ou un boulot en libre, j'ai plus de salaire et que ça n'aille pas. Enfin, voilà, c'est possible que ça se passe mal. C'est aussi possible que ça se passe bien, mais il y avait quand même cette éventualité-là. Je me suis dit, est-ce que c'est un gros risque ou pas? Et je me suis dit, imagine là, en décembre, donc on était en mars, avril, je dis, imagine là, en décembre, on t'annonce que c'est la fin du monde. Qu'est-ce que tu regretteras? Et je me suis dit, de ne pas avoir essayé. Bon, go, clic, inscription. Voilà. Mais c'est beau, et tu as, un très très beau parcours parce qu'en fait, sur ton parcours, tu nous dis bien qu'il y a eu plusieurs déclics, c'est ce que tu dis bien. Et à un moment donné, face à ton ordi pour prendre la formation, qui coûte un certain coût, se cacher, tu t'es posé juste la bonne question qu'il faut. Et est-ce que tu pourrais la répéter, cette question, pour ceux qui vont t'écouter par rapport à une situation qu'ils vivent? C'est quoi la question? Est-ce que tu pourrais nous la répéter? Je me suis dit, imagine là, à la fin de l'année, c'est la fin du monde. Qu'est-ce que tu regretteras de ne pas avoir fait? Voilà. Donc, les amis, posez-vous la question aussi, si vous avez des projets, des rêves, Ouais. qu'est-ce que vous allez regretter? Hein? Ouais. Et donc, tu te lances, tu deviens coach, tu es certifié, tu commences ta nouvelle vie, on va dire. Et alors, aujourd'hui, tu accompagnes qui, quoi, qu'est-ce que tu fais? Raconte-nous. Oui. Alors, en fait, j'accompagne les personnes qui sont hypersensibles au potentiel, ou en tout cas les personnes qui se sentent différentes et qui ne se sentent pas à leur place. Donc, je les aide à trouver leur place pour qu'elles puissent vivre pleinement, c'est-à-dire vivre leur vie et pas la vie de quelqu'un d'autre ou une vie qui a été dictée par la société, par les parents, par l'éducation, etc. Vraiment leur vie, la vie qui leur convient le mieux, parce que c'est en étant soi-même et en vivant en accord avec soi-même qu'on peut s'épanouir réellement tel qu'on est et être soi-même. Parce qu'en fait, on en parlait tout à l'heure de ce manque d'énergie. J'ai retrouvé mon énergie maintenant. Pendant 11 ans, j'ai eu une fatigue mentale qui m'empêchait de vivre. Mais en fait, j'ai remarqué au cours de mon cheminement, c'était un petit peu avant ma première certification de coach, à un moment, je me suis réveillée et j'étais en énergie. Donc là, j'avais déjà démissionné de mon poste d'orthophoniste.
j'étais en énergie. Je me dis, waouh, c'est quoi cette sensation? Ça me faisait bizarre, limite, j'avais un peu peur de, ouais, c'est quoi ce truc? Je me sens. Et en fait, quand je me suis fait le film arrière, je me dis, mais c'était quand la première fois que je me suis vraiment sentie fatiguée, quand j'ai vraiment commencé à me sentir fatiguée et à vouloir me replier sur moi? Ah bah, c'était l'entrée à l'école d'orthophonie, la première année à l'école d'orthophonie. C'est énorme. Déjà là, je me sentais différente. Je me sentais déjà pas à ma place. Quand je me comparais par rapport aux autres personnes qui étaient dans la promo, il y avait très peu de personnes avec qui j'avais envie de tisser des liens. Je me sentais pas, j'avais pas la même manière de penser en fait. Eh oui. Il y avait un truc qui, et en fait, donc le fait déjà de trouver une activité pro qui me permette de m'épanouir et en plus de comprendre que j'étais hypersensible et que j'étais continuellement en suradaptation à une vie qui ne me convenait pas. En fait, la suradaptation, c'est ce qui, j'ai compris plus tard, c'est ce qui crée un stress chez moi, le fait d'être désalignée, de vivre une vie qui n'était pas la mienne, ça crée un stress qui m'épuisait, qui me prenait toute mon énergie et qui ensuite m'empêchait de vivre aussi. Et c'est le propre de... Donc, donc tout était lié en fait. Suradaptation à une vie qui me convenait pas. Au départ aussi, difficulté avec mes émotions parce que je les exprimais pas. Donc j'avais des mots MAUX qui faisaient que je me sentais pas forcément très bien. Tout ça c'était dû au stress parce que j'étais en suradaptation en fait. Et aussi parce que derrière j'avais un petit blocage de je ne m'autorisais pas à vivre. Là, Tout était lié en fait. exact. Et là j'ai retrouvé mon énergie. Il a fallu que tu appuies sur entrée et que tout a changé. Et donc, Ouais. donc quand tu accompagnes, tu as un programme, tu as quoi? Tu as créé quelque chose ou tu les accompagnes Oui. en one-to-one? Comment tu fais? Ouais. Alors pour l'instant, je fais du one-to-one, mais je vous avoue que j'ai très envie de faire du groupe, comme je vous ai dit que, que j'aimais beaucoup animer du groupe. Alors quand je dis groupe, c'est petit groupe, hein, à peu près 5 personnes pour pouvoir coacher les personnes et que chacun puisse bénéficier du coaching pendant l'accompagnement. Mais pour l'instant, c'est du one-to-one. Donc, je prends les personnes en séance individuelle, soit en présentiel pour celles, enfin à domicile pour celles qui habitent autour de Nancy, parce que je suis de Nancy dans le nord-est, soit en visio pour les personnes qui n'habitent pas dans les coins ou même les personnes qui sont ailleurs dans le monde, parce qu'on peut, grâce à la magie d'Internet, on peut coacher partout dans le monde, et c'est ça qui est génial. Et donc, j'ai un programme d'accompagnement pour aider les personnes à trouver leur place et vraiment à retrouver la sérénité, retrouver l'estime de soi, la confiance en soi et à pouvoir vivre leur propre vie. Et que ce soit à la fois au niveau relationnel, parce que bien souvent, quand on ne trouve pas sa place, ça a un impact au niveau relationnel, que ce soit relation sociale ou relation amoureuse, parce que c'est un endroit, enfin, c'est là où j'ai beaucoup travaillé aussi personnellement, en plus du pro, ou alors aussi trouver sa place au niveau professionnel. Parce que parfois, on peut ne pas se sentir à sa place au niveau pro, mais on ne sait pas à cause de quoi. Est-ce que je ne suis pas dans la bonne voie? Est-ce que je ne suis pas dans le bon établissement? Est-ce que finalement, ce serait mieux l'entrepreneuriat pour moi? Est-ce que finalement, c'est juste un travail relationnel à faire avec mes collègues? Voilà, il y a plein de raisons possibles. Mais vraiment, si vous vous sentez pas à votre place, que ce soit dans votre boulot ou dans vos relations, voilà, je vous aide. Et tout ce changement-là, moi j'ai envie l'avant-dernière question. Tu as eu peur? T'as eu peur parce qu'il faut quand même avoir, on va dire, le courage de lâcher un boulot d'orthophoniste relativement bien payé, les vacances scolaires en plus, qu'on nous dit, enfin, à l'époque, moi quand j'étais infirmière scolaire, on me disait, ah là là, la chance, t'as les vacances, donc c'est plutôt, on va dire, confort. Pour les autres, en tout cas, pour nous, enfin, moi perso, j'étais comme ça ne me correspondait plus. Ouais. Mais t'as eu peur, t'as eu la trouille? Pourquoi t'as eu peur? Alors, je vais juste repréciser, au niveau du salaire, on n'est pas bien payé en salarié en tant qu'orthophoniste. En fait. Oui, bon, c'est un salaire qui tombe tous les mois, je veux dire. Voilà, donc la sécurité du salaire qui tombe tous les mois. J'avais un cadre magnifique, un super bureau de 24 mètres carrés avec une baie vitrée qui donne sur un parc. Enfin, vraiment, genre, refait à neuf. Enfin, tous les vacances scolaires. Tout avait l'air parfait sur le papier, mais je me sentais pas bien. Et c'est vrai que beaucoup de personnes ont tendance à culpabiliser de ouais, mais j'ai tout, et il y a plein de personnes qui n'ont pas ça, et du coup, est-ce que je suis légitime à vouloir demander plus ou autre chose? Je suis pas contente, on va me dire que je suis jamais contente, etc. Enfin, il y a plein de choses. En fait, la peur que j'avais au départ, en fait, j'étais attendue tellement d'années que je pense que mes peurs, peut-être, je les ai
un peu travaillé au fur et à mesure, en avançant, en apprenant à m'écouter. Mais le truc qui m'a fait peur, c'était cette sensation d'abandonner les enfants que j'avais commencé à suivre. Oh, oh. Ouais. Et en fait, ça, je l'avais travaillé avec ma coach parce qu'on était coachés lors de notre formation. Et elle m'avait aidée beaucoup là-dessus. Donc, j'ai travaillé ça. Et après, en France, on est quand même bien lotis. Enfin, même si on a un projet d'entreprise, on peut bénéficier d'aide financière du chômage pendant 2 ans, tout en développant notre activité. Donc, en fait, bien sûr, il y avait des peurs à long terme, mais je me suis dit, si je commence à regarder tout ce qui m'attend, forcément, je vais flipper. Je me suis dit, bon, prends les choses une par une. Déjà, la démission. Ensuite, tu termines, tu fais ta certification. En fait, j'ai pris les étapes une par une parce que moi, je sais que j'ai tendance à... Mon cerveau a tendance à beaucoup cogiter et si je commence à avoir peur, c'est foutu. Donc, je me suis dit, reste focus sur la prochaine étape. Et puis aussi, je me suis fait accompagner, je me suis fait coacher au niveau perso au départ. Puis aussi, on a fait un peu le niveau pro avec ma première coach par rapport à la démission, tout ça. La formation. Puis après, je me suis fait coacher par des coachs pour mon projet pro. Et voilà, ça me permet d'avancer plus sereinement et j'ai pas envie que le job de ma vie, enfin vraiment ce qui me permet de me sentir en vie, qui me permet de vivre de ma passion, j'ai pas envie que ça me pourrisse la vie. Donc j'essaye toujours, dès que je sens qu'il y a un truc qui coince, je me dis, ah, il y a quoi derrière ça? Bon, j'ai les outils en cours. Je dis, ah oui, c'est ça. Bon, ok, comment je peux voir les choses différemment? Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux? Comment je peux faire pour mettre plus de plaisir dans ce que je fais? Ok, là j'ai besoin d'une pause, je me respecte. C'est l'intérêt aussi de pouvoir travailler seul, c'est qu'on a cette flexibilité quand même. Exactement. Et tu dis un truc super, tu dis comment et non pourquoi. Parce que très souvent, on se dit, mais Oui, c'est vrai. pourquoi ça m'arrive à moi? Mais pourquoi j'y arrive pas? Mais Oui, ça c'est la pourquoi? victimisation. Ouais. Non, en fait, les amis, changez vos pourquoi en comment et vous verrez que déjà, l'énergie Mm, sera différente. bien sûr, bien sûr. Donc, du coup, Et j'avais aussi une peur assez importante, je pense qui est importante à dire. Alors, c'est pas tant que ça du fait de lancer mon entreprise, etc., mais c'est quand j'ai commencé à communiquer sur les réseaux. ah, Le fait d'oser, alors déjà, oser être soi dans la vie, bon, ça m'a demandé un certain temps, et d'oser être soi sur les réseaux. Ma maman. Parce qu'au début, tu dis, bon, je suis coach, il faut quand même que j'ai l'air sérieuse et pro. Donc, au final, tu montres qu'une facette de toi. Puis après, je me suis dit, parce que puis j'avais peur de montrer aussi mon côté danse, enfin, voilà, le là, sur les côté, réseaux, hein, elle danse et tout, elle fait des reels. Moi, si je le faisais, je ressemblerais à rien parce que c'est pas du tout mon truc. Mais bah, celui-là, quand elle fait des reels, elle danse, Amélie. Donc vraiment, et puis ça te ressemble, c'est toi. oui, Moi, voilà, c'est ce que j'allais dire parce que certaines personnes m'ont dit oui, mais moi, ça ferait con si je dansais. Mais je dis, mais moi, je danse parce que la danse, ça fait partie de ma vie. Toi, peut-être que tu es plus à l'aise en parole, ou alors tu es plus à l'aise en texte, ou alors tu es plus à l'aise en, je sais pas quoi, il y a d'autres moyens, en podcast, enfin, il y a plein d'autres moyens. Le but, c'est que ça vous corresponde et que ce soit aligné. Moi, ça me parle, la danse, ça fait partie de moi, c'est pour ça que je danse et vous n'avez pas à vous dire oh, les reels, c'est pas fait pour moi, ou oh, c'est pas fait pour moi parce que je danse pas. Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui dansent parce qu'il y a TikTok, etc., qui a influencé ce format-là, mais il n'y a pas. Et donc, j'avais peur de montrer ma féminité, de montrer ma sensualité, parce que j'avais aussi peur du regard des hommes sur les réseaux, et il y avait plein de choses qui s'entremêlaient. Peur de briller, alors ça, peur de briller. ah, bienvenue au club. Voilà, on en avait parlé effectivement. Peur de montrer mon plat potentiel et il y Peur avait du plein succès de. aussi. Je sais pas toi, peur du succès. Ouais, oui, aussi. Ouais. Ouais, ouais. Il y avait plein de choses. Trop On a beau. peur de notre propre puissance, bien souvent. Voilà, c'est ça. C'est Et peur. derrière, moi, il y avait la peur du rejet aussi. Ah ben, Parce que depuis, ouais, enfin, je vais pas dire petite, mais quand j'étais. Ça a commencé, je crois, ado et même après, à la vingtaine, hein, je voyais que dans certains milieux, quand j'étais moi-même, je me sentais rejetée. Alors, c'était propre à moi aussi, hein, c'était pas forcément les personnes qui étaient méchantes, etc., hein, mais oui. j'ai eu plusieurs expériences de rejet qui ont fait que quand j'étais moi-même, j'avais intégré le truc que j'étais rejetable. Donc,
système nerveux, il est en alerte. Attention, attention, protège-toi, ne te montre pas trop, tu risques d'avoir mal. Voilà. Reviens dans ta caverne. Voilà. Alors, pour la dernière question que je pose à Oui. tous mes invités, en quelques mots, quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui vont t'écouter pour qu'ils puissent passer à l'action et dire oui, c'est possible, quel que soit ce qu'ils veulent entreprendre? Ouais. Ce que j'ai envie de dire, c'est vraiment écoutez-vous. Cette voix-là qui crie au fond de vous, qui crie non mais fais ça, arrête ça, vas-y, fonce, sors de cette relation. Enfin, cette petite voix qui crie au fond de vous, elle demande juste une chose, d'être écoutée. Alors, prenez-en soin et écoutez-vous parce que cette voix-là, elle veut juste votre bien-être. Et votre bien-être ne doit pas attendre. Ça doit être votre priorité. Parce que si vous êtes pas bien moralement ou pas bien au niveau de votre santé, parce que quand on n'est pas bien moralement, quand on est stressé, ça a un impact sur notre santé. Bon, t'es bien placé pour le... c'est ton domaine. Mais vraiment... Enfin, c'est un impact dans tous tes domaines de vie. T'es pas bien au niveau de ta santé, au niveau de ton moral, au boulot, ça va pas. Ou alors t'es pas bien avec ton conjoint, ou avec tes enfants, ou avec tes membres de ta famille. Enfin, c'est un impact tellement à tous les niveaux de vie que, enfin, personnellement, je mets mon bien-être là. Voilà. Donc vraiment, prenez le temps de vous écouter et c'est pas la peine de voir tout de suite le truc dans 10 ans, oh mon Dieu, j'y arriverai jamais, machin. Prenez les étapes une par une. Ok, je m'écoute, qu'est-ce que je peux faire là tout de suite pour me sentir un petit peu mieux, pour sortir un petit peu, quel est mon premier petit pas? La méthode des 4 P, le plus petit pas possible, quel est le plus petit pas possible pour que je commence à me sentir mieux, pour que je commence à me choisir et arrêter de subir ma vie. Voilà. C'est très beau, tu es très inspirante, Amélie. Merci. Et c'était un plaisir de te recevoir. Alors, on te souhaite de danser avec la vie. Oui. Hein, et de faire danser les personnes avec la vie. Voilà, et de faire danser. Peut-être un jour un accompagnement danse coaching, qui sait. Mais alors, j'en propose. Propose, ouais. Évidemment. Non, non. Ah si je devais tout raconter, on aurait besoin d'une journée complète. Justement, vous allez pouvoir la suivre sur les réseaux. Oui. Vous allez voir, on vous mettra les liens en description. Sur Instagram ou sur Facebook. Voilà, tu nous as tout donné. Donc, on mettra tout pour te suivre, tout pour aller danser, même sur des Reels. Et c'est très beau, en fait. Moi, j'aime beaucoup que je te vois danser. Tu n'en fais pas assez. Tu mets de la gaieté. Donc, voilà, tu sais, la nana, allez, bon, tu fais quoi là? Ok, je note. Plus pour Céline. Voilà. Mais si Céline le dit, c'est que d'autres personnes doivent le penser. Non, parce que si tu veux, tu bouges bien et ça donne, c'est ta patte, je trouve. Voilà, c'est ta patte. Quand on voit un Reels d'Amélie, voilà, c'est pas moi qui danserai en train de faire. Tu vois, voilà, non, il y a quelque chose. Donc, on te remercie vraiment. Merci, moi je te remercie d'avoir pris ce temps pour nous inspirer. Nous, on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup à toi de m'avoir reçu, de m'avoir proposé cette invitation. C'était un réel plaisir. Et j'espère que mon message impactera tout le monde sur ta chaîne. Il n'y a pas de raison. En tout cas, on vous le mettra en ligne. Moi, cette semaine, j'ai 3 interviews. Donc, on est au mois de juin. Donc, vous verrez celui d'Amélie, à mon avis, en juillet, le temps que les autres passent, parce qu'il y a du monde un peu avant. Donc, moi, je vous embrasse. On vous embrasse avec Amélie. On vous souhaite une très belle journée, très belle après-midi, très belle matinée, suivant à quelle heure vous écouterez cette interview. Prenez soin de vous. Kiffez votre vie, aimez votre vie, il n'y a que ça de vrai. Prenez soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante au monde, les amis. Amélie. Et choisissez-vous surtout. C'est vous. Au revoir.